Amazon, forêt tropicale, chasse mystérieuse. Lorsque l'obscurité tombe sur la forêt tropicale amazonienne. Un autre rythme de vie s'éveille, depuis les creux des arbres, les failles rocheuses obscures, les toitures feuillues sur la canopée. Des milliers de chauves-souris s'élancent de le ciel. Dans un firmament teinté de crépuscule, le froissement soyeux de leurs ailes trouble doucement l'air, marquant le début d'une odyssée biologique silencieuse. Mais non moins majestueuses, créatures de la nuit, les chauves-souris sont un maillon indispensable du vivre en Amazonie, non par mystère, mais par leur rôle vital dans le maintien de la vie. L'Amazonie abrite plus de 160 espèces de chauves-souris, soit près d'un tiers du total mondial. Elles varient considérablement forte tech et mode de vie. Certaines se nourrissent d'insectes, d'autres de nectar ou de fruits et certaines, même de poissons. Mais l'une des plus remarquables est les chauves-souris connues du Brésil. Parmi les migratrices les plus lointaines des zones tropicales, au début de la saison sèche, alors que l'humidité fut et que les insectes se raréfient, des dizaines de milliers d'individus entament leur migration vers le sud de l'Amazonie. La pluie persiste, le forêt reste généreuse. Cette espèce possède des ailes fines, dont l'envergure égale presque la longueur de leur queue, leur permettant de parcourir des centaines de kilomètres par nuit. Elles ne sont pas seulement d'habiles voleuses, elles sont de véritables coordinatrices. Écologique, grâce à l'écholocation, telles captures moustiques, mouches et divers insectes dans l'obscurité totale, contribuent à contrôler les populations de nuisibles, par ailleurs. Les chauves-souris frugivores jouent un rôle essentiel dans la dispersion des graines et pollinisation des plantes nocturnes comme le dalseux palmifacé. Leur migration suit un cycle biologique régulier. Elles survolent rivières, falaises anciennes et couloirs écologiques naturels dans la jungle. Les nuits de pleine lune, leurs essaims forment des spirales dans le ciel avec un mouvement pendule. Fluide et harmonieux, chaque halte est soigneusement choisi, tronc creux profond. Grotte à l'humidité stable, aux corniches prêtées ruisseaux, des refuges pour se reposer de sa couple. Maître belles poursuivre leur route. Mais ce voyage est loin d'être paisible. À l'aube, alors que les chauves-souris regagnent leur gîte, les prédateurs s'éveillent, le toucan. Au bec éclatant, réputé frugivore.
devient parfois une véritable menace pour les jeunes chauves-souris. Il peut atteindre les fissures où elles se cachent. Il glisse son bec pour capturer les individus faibles, immatures ou incapables de voler. Par moments, notamment aux premières lueurs du jour, les plus lentes ou les plus distraites deviennent les proies d'embuscades aériennes pourtant. La majorité parvient à franchir cette épreuve et atteindre les forêts du sud les plus pluiées, plus abondantes et les insectes foisonnent. C'est lesquelles se reproduisent. Chaque femelle donne naissance à un seul petit suspendu à son ventre, qu'elle soigne pendant plusieurs semaines. Le petit apprend s'orienter par écholocation. Il mémorise les signaux du siècle en préparation d'un avenir fait de migration sans fin. La reproduction des chauves-souris est bien plus qu'une perpétuation d'espèces et une symphonie de liens, de soie. Dans des cavernes ou des creux bien dissimulés, deux groupes de mères se rassemblent suspendus en silence sur les parois, forment une masse thermique pour réchauffer leurs petits bandeaux les nuits de pluie froide. Chaque appel maternel possède une fréquence unique et même au milieu de centaines. Chaque petit reconnaît les voix de ses mères. C'est un lien magique, fondé sur les ondes sonores et un attachement profond quand le petit grandit. Il apprend à voler par tête d'abord au sautilleur le long des parois, puis il plane auprès d'une, jusqu'à rejoindre les migrations collectives. Ce ne sont ni manuels, ni langage, juste répétition naturelle de millions de générations. Chaque premier envol une épreuve, mais aussi le début d'une aventure dans la grande boucle éternelle de l'Amazonie. Parmi les forêts tropicales épaisses et les vastes marécages du Pantanal, l'un des plus grands écosystèmes humides de la planète, vit une créature géante, presque invisible dans les bois et les herbes aquatiques. C'est l'anaconda vert, un symbole silencieux de puissance et de terreur dans le monde sauvage. Sans venait de ce rugissement et ce besoin de vitesse. Il chasse avec l'arme la plus ancienne offerte par la nature, force musculaire pure, une patience mortelle. Avec une longueur pouvant dépasser les 8 mètres et un poids supérieur à 200 kg. L'anaconda vert est le serpent le plus massif de la Terre. Fait peau vert olive, marque de grandes taches sombres, est un camouflage parfait dans les marécages. Ses yeux d'arrivée situés au sommet du crâne.
lui permet de rester immergé tout en surveillant ses projets de surface. Presque silencieux, c'est un fantôme, un tueur qui attend son heure que le soleil s'élève et que les brumes flottent. Au-dessus des autres aubes, une troupe de capybares et les plus gros rongeurs du monde s'approchent de les rives, animaux. Paisibles vivants gros, ils restent vigilants, mais ne peuvent échapper aux lois cruelles de les chaînes alimentaires. L'un d'eux, probablement Anne. Jeune adulte, s'éloigne doucement, s'approchant des touffes d'herbes fraîches qui émergent du bourbier. Il ne sait peut-être quelques-unes. Maître sous le surface des yeux l'observe depuis des heures dans un calme absolu. L'anaconde ajuste ses moindres mouvements. Chaque fois que le capybare s'abaisse pour boire, le cœur du chasseur ralentit comme s'il retenait toute son énergie pour le coup fatal. L'anaconde se retire lentement dans son refuge, un tronc renversé d'une touffe d'herbe épaisse. Son ventre gonflé témoigne du festin réussi pendant les jours suivants. Il n'aurait plus besoin de chasse. Son immense corps digérerait lentement la chair ingérée, transformant cette énergie préserve pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois les pantanales. Comme tout écosystème sauvage fonctionne sur un équilibre délicat entre vie et mort, entre prédateurs et proie, ici. L'anaconde est une démonie monstrueuse et une pièce essentielle du cycle naturel. Si un jour vous restez figé dans le silence d'un marais brumeux, soyez attentif, car juste sous la surface, une paire d'yeux pourrait bien vous observer comme elle le fait depuis des millions d'années. Lorsque la saison des pluies arrive, le pantanal renaît.
Les crues inondent la forêt forment un labyrinthe infini de marais. Quand notre racine immerge, c'est aussi cette époque que l'anaconde entre dans l'étape les plus importantes de son cycle de vie. La reproduction contrairement à son image discrète et solitaire la saison de reproduction. Les anacondes se cherchent mutuellement par des signaux chimiques. Le femelle libère des phéromones dans l'eau une sorte de parfum d'amour invisible, emporté par le courant. Envoûtés, les mâles se mettent alors au quai de cette race. Depuis tous les recoins du marais, un phénomène unique se produit, ce que les scientifiques appelle une boule de reproduction breeding ball, lorsqu'un mâle trouve une femelle prête à s'accoupler. Plusieurs autres, parfois jusqu'à 10, s'enrôlent autour d'elle, forment une masse musculeuse et mobile. L'accouplement peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et seul le plus persévérant et le plus fort des mâles transmettrait ses gènes dans la nature. Les femelles anacondas sont bien plus grandes que les mâles, parfois jusqu'à 3-4 fois. Leur peau, ce qui mène à un aspect aussi fascinant que controversé après l'accouplement. Le femelle peut parfois dévorer son partenaire. Ce phénomène de cannibalisme sexuel est bien que rare. Il est observé grâce à l'énergie ainsi acquise. La femelle peut nourrir les embryons durant une gestation de plusieurs mois. Contrairement à la majorité des autres serpents qui pondent des œufs. L'anaconde donne naissance à des petits vivants. L'embryon se développe à l'intérieur du corps de l'émère pendant environ 6 à 7 mois, absorbant les nutriments du vitel jusqu'à ce qu'il soit prêt à naître. Moment venu, les femelles mèvent mondent entre 20 et 40 petits anacondes. Chacun mesure environ 60 et 80 cm et totalement indépendant dès les premières minutes. Il n'y a aucun soin maternel. Dès la naissance, les petits doivent immédiatement trouver un arbre de fuir les crocodiles, les oiseaux prédateurs et même les anacondes adultes, car dans le monde des serpents, il n'y a pas de place pour l'indulgence. Le taux de survie est très faible, seuls quelques-uns parviennent à survivre leur première année dans cet environnement hostile. Et ceux qui survivent grandiront, silencieux, mystérieux, devenant la nouvelle génération de fantômes du Marc. Un jour, lorsque les eaux montrent nouveau. Lorsque l'odeur des phéromones flotterait de nouveau dans le courant.
Ils rejoindront à leur tour l'antique danse nuptiale de leur espèce. Ainsi que fermeux, primitif et tenace, tout comme les terres du Pantanal elles-mêmes ou vivement de Fontaine, circulent sans fin dans les symphonies perpétuelles de la nature lorsque le brouillard léger s'étend. Encore sur le forêt d'An, l'Amazonie semble dormir paisiblement. Mais soudain son éclate, ce n'est ni le vent, ni l'eau, mais un rugissement sourd, un défi résonne à travers les cimes. C'est l'appel d'un souverain non par la force physique, mais par une voix qui porte sur des kilomètres. Voici le territoire des singes, le fléau où manquait de petites créatures dotées d'ânes. Pouvoir invisible sur le ciel de la forêt. Leur hurlement est une déclaration de territoire, un signal d'alerte parfois. Un cri de solitude s'élevant à travers les canopées mais sous cette couche de calme apparence. Cache une vie pleine de défis. Chaque matin, lorsque le hurlement retentit, une nouvelle journée de survie. Comment tout le cri n'est pas qu'un bruit, mais une affirmation de vie depuis les plus hautes branches de la forêt amazonienne. Grâce à leur longue queue, semblable à un troisième bras, ils naviguent à travers le feuillage. Évitant les dangers du sol que des anacondes et des jaguars se dissimulant, les singes alors vivent au groupe de 5 à 20 pouces d'individus avec un mâle dominant les femelles leurs petits. Chaque matin, le chef émet un hurlement grave audible jusqu'à 5 km non pour converser. Mais pour proclamer que ceci est mon territoire. N'approchez pas, dans la forêt amazonienne, où les nourritures est rare, que l'espace vital se rétrécit chaque jour. Un seul faux pas peut entraîner tout le groupe dans des zones d'arrivale. C'est pourquoi leur cri porte de fouet menace et peur, une arme silencieuse mais redoutablement. Efficace, ils ne chassent pas. Leur régime est principalement composé de feuilles de fruits, et parfois de graines. Les manger des feuilles nettes simples, ils doivent soigneusement éviter les plantes toxiques. Leur digestion lente les oblige à se nourrir presque toute la journée pour survivre à cette lenteur est leur faiblesse. L'aigle harpie prédateur suprême des airs garde toujours un œil sur les petits houlets.
Vieillard les traîne, en un instant d'inattention, le silence peut devenir éternité. Les forêts tropicales amazoniennes n'est pas seulement le poumon vert de la planète, mais aussi l'un des écosystèmes les plus riches et complexes du monde. Avec plus de 6 millions de kilomètres de, elle abrite des millions d'espèces végétales, animales, des arbres jets centenaires. Minuscules insectes, le fleuve Amazon et ses affluents forment un réseau hydrographique vaste. Complexe, offrant un habitat une multitude d'espèces aquatiques, la loutre géante est le plus grand membre de la famille des mustelides atteignant jusqu'à 8 mètres de long pour un poids pouvant aller jusqu'à 34 kg. Son pelage dense imperméable lui permet de maintenir sa température corporelle pendant les plongées prolongées. Ses pattes palmées et secs longues aplaties comme une pagaie les rendent agiles et rapidement. Le contraire d'autres loutres. Les loutres géantes vivent en groupes familiaux de 3 à 10. Comprenant un couple reproducteur et plusieurs petits d'âge différents, le lien familial est fort. Les membres chassent ensemble, défendent leur territoire et s'occupent des jeunes. Cette coopération augmente leurs chances de survivre leur permet de faire face à des prédateurs plus puissants. Comme les caïmans, les loutres géantes sont connues pour leur capacité de communication développée. Elles utilisent une large gamme de sons gros numéros sifflements, cris pour transmettre des informations au sein du groupe. Chaque son donne une signification alerte. Satisfaction demande d'aide, le langage corporel joue également un rôle important. Se redresser de l'eau, agiter les queues peut signaler de la vigilance ou un défi excellente. Chasseuses, elles se nourrissent principalement de poissons, notamment de silures et de carpes. Grâce à leur vue perçante, elles repèrent les proies sous l'eau et chassent souvent groupe pour plus d'efficacité. Faut que cible repère elles l'encercle rapidement. Les saisissent avec leurs mâchoires puissantes et l'emportent à terre pour les consommer au loin. Sous un grand arbre ensuite, un jaguar, le prédateur suprême de la forêt amazonienne, est tapis. Ses yeux d'orifiques sont silencieusement les scènes, il n'est pas intéressé par les poissons. Mais la présence de loutre attire son attention. Des loutres l'ont vu un mâle dominant d'Ève. La tête pousse un sifflement aigu défiant, puis un deuxième. Un troisième, toute la troupe s'élance vers la rive et forme une ligne. Le regard fixé sur le jaguar, un prédateur capable de les tuer un par un.
S'ils étaient seuls mis ici. La force n'est pas dans les muscles, elle est dans l'esprit du groupe, elle bondit. Plante l'éclabousse bruyamment. Hurlait plein poumon comme si elle donnait une fête moqueuse. Le jaguar grogne doucement. Mais n'avance pas, il le sait ce qu'on peut d'épée de son avantage, l'agilite. L'unité Vlos sont les armes ultimes des loutres après quelques secondes d'hésitation. Le jaguar fait demi-tour et retourne dans la jungle, laissant derrière lui le bruit de l'eau et des cris arrogants du clan bien qu'elle soit. Sommet de leur chaîne alimentaire, les poutres géantes doivent encore affronter d'autres prédateurs comme les crimes et les jaguars. Ces confrontations donnent souvent lieu à des affrontements tendus. La solidarité du groupe leur permet de repousser les intrus, de protéger leur territoire et leurs petits. Les saisons de reproduction de loutres géantes ont lieu généralement pendant les saisons sèches, lorsque le niveau de l'eau baisse et que les nourritures abondent. Après une gestation de 65 à 70 jours, les femelles mets entre 1 et 6 petits dans des terriers creux sur le long des berges, ces terriers comportent plusieurs entrées de chambres intérieures, offrant un abri sécurisé pour toute la famille.